On n'a jamais eu autant de savoir pour être dans une santé parfaite, mais il n'y a jamais eu autant de gens peu sachants. Tous les sportifs ne se ressemblent pas. Tu as le sportif d'endurance, le sportif de résistance et tu as le sportif un peu mixte. Ils sont pas face aux mêmes risques. Les vitamines, les compléments, les comprimés, c'est pas des bonbons. C'est des éléments qui contiennent une forte concentration de principes actifs. Il faut pas faire n'importe quoi. La plupart d'entre nous, on mange un petit peu trop. Si tu as des repas riches en acides gras saturés, si juste avant de dormir, tu te tapes la super méga pâtisserie riche en sucre rapide qui te fait un pic de glucose avec des index glycémiques hyper élevés, tu vas mal dormir, tu vas te réveiller tard. La prévention, c'est dans le temps long. On va pas aller traiter un chiffre. Il y a besoin de suivi, il y a besoin de recul, ce qui est très différent d'une médecine classique. Salut les extraterriens, j'espère que vous êtes en pleine forme. Comme vous pouvez le voir si vous êtes là avec la vidéo, je suis pas dans mon studio habituel. Aujourd'hui, je suis dans un lieu très particulier. Je suis dans le centre Zoï, c'est un lieu qui est dédié à la santé préventive personnalisée. On est très nombreux à vouloir améliorer notre santé, à vouloir mieux comprendre notre corps humain, à vouloir faire des tests, à accumuler de la donnée, mais parfois on ne sait pas vraiment quoi en faire et puis on a tendance à regarder, à faire des tests par-ci, par-là et pas forcément avoir une vision complète sur notre santé et c'est ce que Zoï essaye d'apporter dans la santé préventive. Zoï d'ailleurs il propose un check-up complet qu'on vient faire en une matinée. C'est pas juste une prise de sang, c'est 35 examens en tout qui sont réalisés. Il y a de l'imagerie médicale mais aussi un DEXA scan qui vous permet de comprendre exactement la composition de votre corps. Mais aussi c'est une analyse précise et complète de tout votre système cardiovasculaire. Bref, au total c'est plus de 200 biomarqueurs que Zoï va analyser et vont vous permettre d'interpréter. Au-delà du dépistage de potentiels risques pour notre santé, ce qu'on reçoit c'est littéralement le mode d'emploi de son propre corps, quoi manger, quand, à quelle heure, mais aussi quand s'entraîner, quel sport faire ou comment mieux dormir. Le tout est ultra personnalisé et vraiment adapté aux données qu'ils ont récupérées sur vous. Bien sûr, toutes ces données elles sont anonymisées et j'ai vu les recommandations qu'ils pouvaient faire, elles sont particulièrement précises et pertinentes. Alors vous le savez, tous les athlètes de haut niveau, ils ont tout un corps médical autour d'eux, et ben Zoï c'est ça pour tout le monde, pour le quotidien, pour le sport et aussi tout simplement vieillir en meilleure santé. Et ce que j'ai trouvé fort, c'est pas simplement la batterie de tests, mais c'est aussi tout l'accompagnement qu'il y a derrière. Il y a une consultation d'1 heure pour vraiment interpréter chacun des tests avec un médecin Zoï pour mieux comprendre et avoir ce fameux mode d'emploi de votre corps et aussi un suivi pendant 12 mois avec un plan d'action dans l'application Zoï qui va vous aider à mettre en place toutes les recommandations, que ce soit sur votre alimentation, votre sommeil ou votre activité physique. Vous l'avez compris, Zoï est partenaire de cet épisode et ils m'ont invité dans leur espace pour le visiter et franchement l'expérience vaut vraiment le détour. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, tout simplement le lien est dans la description. Vous allez le voir, c'est une expérience à part entière rien que d'aller sur le site internet. Et aujourd'hui on est avec Alaeddine qui est un médecin Zoï pour démêler le vrai du faux, pour mieux comprendre votre santé. Cet épisode est une véritable masterclass, donc j'espère que vous allez l'adorer. Bon épisode. Est-ce que en 2025 on entend encore des conseils absurdes sur la santé ou sur la performance tu vois, il y a tellement de produits. En fait, j'ai l'impression qu'on est à un moment où on n'a jamais eu autant de savoir pour être dans une santé parfaite, mais il n'y a jamais eu autant de gens peu sachants qui prennent la parole. Ouais. Alors, ça m'arrive de dire des bêtises. J'essaie quand même de lire une vingtaine de livres par an et depuis 15 ans. On entend encore beaucoup de conseils un petit peu absurdes. Et si oui, c'est quoi les quelques-uns que tu as entendus ? Alors d'abord, ça me fait réagir je dis beaucoup de bêtises, moi aussi. Énormément. Alors, et en fait, ces expériences t'amènent à gagner de l'humilité. Je vais te raconter une histoire. En 2020, je reçois une invitation à écrire dans un journal sur le Covid. Et c'était en janvier. Alors, tu vois, je me documente un peu sur le Covid. J'étais externe à l'époque. J'appelle mes amis internes et seniors en infectiologie. Je leur demande leur avis. Et j'écris un truc qui dit c'est encore disponible aujourd'hui. Donc, faut assumer ces bêtises. J'écris que le cerveau humain, il est beaucoup plus adapté pour s'attaquer à des problèmes aigus et qu'on a vraiment en face, tels que le Covid. C'était en janvier, c'était avant le confinement, avant même que le Covid devienne populaire. Que c'est beaucoup plus facile pour le cerveau humain de s'attaquer aux problèmes qu'on a juste en face de soi que de penser aux problèmes à long terme tels que le réchauffement climatique, le changement climatique. Et du coup, en gros, le papier disait, franchement, le Covid, c'est aujourd'hui moins de décès que la grippe chaque année. C'était moins de 10 000. La grippe, c'est 10 à 15 000 personnes par an. Le Covid, c'était quelques centaines de cas à l'époque.
Donc, occupons-nous des vrais problèmes, entre guillemets, le réchauffement climatique, le changement climatique, et laissons le Covid aux spécialistes. Ok, bon, 2 on mois aurait après, rarement pu autant se tromper quand même. Hein. Donc, ça appelle à de l'humilité et à la volonté. Moi, pendant tout le Covid, j'ai pas dit un mot sur le Covid. Donc, tu vois, j'ai été vacciné. J'ai laissé ça aux spécialistes parce que, comme tu l'as dit, il y a une différence entre donner de l'information et faire du bruit. Alors c'est la même chose, c'est un tweet, c'est une story Instagram, c'est un papier je sais pas où, mais tu as l'information de qualité qui va t'apprendre quelque chose, qui est sourcé, qui va pas être démenti 2 secondes plus tard, etc. Et tu as le bruit, c'est-à-dire les opinions. Et effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à faire la différence entre les deux. Et dans des domaines tels que la prévention, qui sont beaucoup moins populaires scientifiquement, c'est-à-dire où on a beaucoup moins de faits scientifiques qui sont établis, et ben c'est très facile de dire à peu près n'importe quoi, parce que après tout, il n'y a pas de papier qui dit l'inverse, donc on est assez difficilement contredit, et ça, c'est pas, ça n'aide pas les gens. Alors, c'est en train de changer. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de recherches en médecine du sport. Tu sais que bientôt, aujourd'hui, pour être médecin du sport, tu fais tout ton parcours médical. D'accord. Tu choisis une spécialité, médecin généraliste, médecin spécialisé en rééducation et médecine physique et de réadaptation. Tu fais de la rhumato, et puis après, tu finis tout ça, et tu décides de faire un diplôme universitaire de médecine du sport. Donc c'est un truc en plus. Il y a des discussions en cours, donc pour que ça devienne une spécialité à part entière. Donc c'est en train vraiment de se développer, le domaine est en train de prendre. Et c'est vraiment bienvenu. Et pareil en prévention. La prévention, c'était un truc auquel on s'intéressait quand on avait le temps. De plus en plus, moi, il n'y a pas un congrès que je fais, que ce soit en cardio, j'ai eu le plaisir de parler d'intelligence artificielle, c'est mon thème principal dans un congrès de gynéco, et du coup, quand j'ai fini, je suis allé voir un petit peu. Toutes les spécialités parlent de prévention. Et c'est vraiment super. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on a si peu de science en prévention? Mais non, mais je voulais que tu me le dises. Ah ben génial. Écoute, c'est excessivement simple à comprendre. Quand pour avoir de la science, pour avoir des faits, il faut faire de la recherche. Il n'y a qu'un seul moyen, parce que sinon, on est dans l'hypothèse et dans l'opinion. Et pour faire de la recherche, donc imagine, tu es directeur de recherche à l'INSERM, tu travailles sur des fonds publics. Et les fonds publics, c'est scruté, et tu peux pas faire n'importe quoi. Tu as un devoir, on a parlé de déontologie tout à l'heure, tu as un devoir d'allouer ces fonds à des sujets qui sont, entre guillemets, rentables scientifiquement, où tu vas pouvoir trouver des choses. Donc imagine, tu as 100 000 euros, et tu as projet A, le traitement de 3e ligne d'un cancer hyper mortel, et tu peux financer une thèse là-dessus. Et projet B, est-ce que la L-carnitine, c'est mieux que la créatine pour la VO2 max? Tu mets ton argent où? Forcément sur le cancer. Bon, voilà. Et donc ça, c'est totalement explicable. Moi, je trouve que c'est normal même. Mais ça ne doit pas nous empêcher de développer cette science du sport, cette science de la prévention, et faire en sorte qu'on réduise le taux de bêtises à la minute. Ok. Maintenant, on se rend compte quand même que ça vaut le coup de mettre de l'argent dans de la prévention. Alors là aussi, je ne sais pas si c'était du bruit ou quelque chose de sourcé, mais j'avais lu quelque part que 1 euro investi dans de la prévention, c'était potentiellement 8 euros d'économie sur les santé publiques. Enfin, tu vois. En tout cas, moi, ça me parle. Je me dis, ça a l'air cohérent quand c'est dit comme ça. Tu vois qu'il y a quand même des changements et des investissements importants qui sont faits dans la prévention? Ah oui, profond. Parce qu'effectivement, jusqu'aux années 80-90, alors l'adage « mieux vaut prévenir que guérir », il existe depuis très longtemps. L'adage sur la meilleure nutrition, on est ce qu'on mange, vivre mieux, je préfère vivre 50 ans en pleine santé que 70 ans en état vraiment pas optimal, ça existe depuis longtemps, ça fait partie de la sagesse populaire. Par contre, dans le domaine médical et scientifique, ça fait depuis les années, je dirais, 80-90 et le début des années 2000 qu'il y a un vrai en avant dans la prévention, parce que comme tu dis, on s'est rendu compte que il valait beaucoup mieux éviter la pathologie ou la retarder plutôt que agir quand elle est là. Okay. Tout à l'heure, il y avait l'exemple ce que je mets dans le cancer ou dans la L-créatine. Le cancer aujourd'hui, quand on arrive à traiter de plus en plus de cancers, et c'est bien heureux, et c'est magnifique, c'est formidable. Mais ça coûte cher
Les médicaments coûtent cher, l'impact sur la qualité de vie, ça coûte cher. L'impact sur l'espérance de vie en bonne santé, l'espérance de vie, il est là quand même. Or, prévenir certains types de cancers, on sait le faire de manière assez bien aujourd'hui, avec des dépistages organisés, le cancer du sein chez la femme, le cancer colorectal chez l'homme à partir de 50 ans. Entre 50 et 74 ans, normalement, on doit tous avoir un dépistage avec notre médecin traitant tous les 2 ans. Et ça a démontré, il y a des politiques de santé publique qui ont démontré que ça fait gagner de l'argent. Ok. Bon, écoute, merci pour ce petit point-là. Je te propose qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Qu'on parle effectivement, tu vois, tests et biomarqueurs, et justement, qu'est-ce qu'on peut dépister, qu'est-ce qu'on doit absolument checker, à la fois quand on est un sportif et aussi quand on est dans une dynamique de prévention. C'est la spécialité de Zoï. Je sais que vous dépistez, vous allez jusqu'à analyser jusqu'à plus de 200 biomarqueurs, que vous utilisez toute cette donnée-là. Tu me diras un petit peu plus, mais qu'est-ce qu'on doit absolument pour une personne en très bonne santé quand même, ou en tout cas je le pense, à 35 ans, très sportif, est-ce qu'il y a des choses que je dois absolument quand même surveiller? Et si oui, quoi et comment je le fais? Écoute, il y a 4 grands ennemis à combattre dans la prévention. Okay. Plus 2 petits. Les 4 grands ennemis, c'est les maladies métaboliques, donc tout ce qui est diabète, diabète de type 2, etc. Tu as les maladies cardiovasculaires, donc c'est ce qui va faire des infarctus, des AVC. Tu as le cancer et tu as les maladies neurodégénératives. Et pour les combattre, tu as plusieurs outils. Le meilleur, celui qui marche le mieux, c'est le mode de vie. C'est adapter ton mode de vie pour réduire au maximum tes risques de développer ces pathologies à court, moyen et long terme. Okay. Et ça marche vraiment. Et mode de vie, c'est pas juste faut mieux manger, faut arrêter de fumer. C'est des choses beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus personnalisées, individualisées. Donc ça, c'est avant que la pathologie arrive. Ensuite, si tu vas chez ton médecin, tu vois, il va te proposer évidemment tes rattrapages vaccinaux. Tu sais que le DTP, il faut le faire à 25 ans, à 45 ans. Il y a d'autres vaccins qui sont proposés. On a maintenant un vaccin contre l'HPV. HPV, c'est le virus qui provoque le cancer du col de l'utérus. Dans des pays où quasiment tout le monde se vaccine contre l'HPV, en Australie par exemple, ils sont arrivés à éradiquer ce cancer. C'est dingue. L'éradiquer. C'est fou. On y arrive. On a les moyens aujourd'hui de faire ça. Ensuite, donc tu as le côté médicament, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour réduire ces risques-là. Une fois que tu as fait cette prévention, ces pathologies, ces 4 grands types de pathologies, elles ont la particularité d'être silencieuses très longtemps. Elles sont là, mais tu les sens pas, c'est asymptomatique. Donc le diabète de type 2, tu peux passer des années, en moyenne, le pré-diabète, donc même l'étape avant d'être diabétique. Le pré-diabète, c'est l'étape qui est réversible. Donc c'est vraiment la zone où tout peut arriver et où on a tout intérêt à agir pour empêcher cette maladie de s'installer définitivement. Alors, ça dure entre 5 et 15 ans. Donc on a entre 5 et 15 ans pour le détecter et agir dessus. Et bien ça passe par un parcours de prévention avec ton médecin. Donc, tu vas le voir. Tous les médecins généralistes sont formés à la prévention. Et c'est dans le cursus, sans doute insuffisamment, et on est les premiers à le dire, on a besoin de plus de formation en prévention, mais avec de la prise de sang, avec des bilans, tu peux détecter ces pathologies silencieuses en faisant tes dépistages organisés, en faisant tes imageries thoraciques si tu fumes, etc. Ok, donc avec une simple prise de sang aujourd'hui, on peut quand même détecter la grande majorité des 4 ennemis que tu as cités. Oui, alors sur la partie métabolique, ça c'est sûr, la prise de sang s'applique très très bien à ça. Côté métabolique, c'est quoi que tu vas aller rechercher? C'est ton diabète, donc tu vas mesurer ton sucre dans le sang. C'est ta maladie rénale, tu sais qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes en France qui ont une pathologie rénale, qui ont de l'insuffisance rénale. Pour les gens qui se supplémentent en créatine, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que ça a augmenté ou pas le risque de maladie rénale au long cours. Du coup, les dernières études qui sortent sont claires, il n'y a pas d'association. D'accord. Quand c'est utilisé normalement dans les règles, quand il n'y a pas de surdosage chronique, qu'il y a une bonne hydratation, il n'y a pas de surrisque. Donc c'est 5-10 grammes par jour maximum, je crois. Je ne connais plus les chiffres exacts. En tout cas, c'est ce qui se dit le plus souvent, donc je me dis que s'il y a un espèce de consensus autour de ça. Okay. Avec une bonne hydratation, au moins chez le sportif, un jour d'entraînement, c'est au moins 2,5 litres par jour. Ouais, bien sûr. Moi, j'aime bien même dire 3 pour être sécure, parce que vu ce que je transpire, c'est au moins 3 litres. Ok. Complètement, avec, quand tu fais de l'endurance, de l'apport en sodium.
parce que tu sais que quand tu fais du long, du très très long, alors des trails, etc., mais ça arrive aussi dans les marathons, boire juste de l'eau, ça va diluer ton sodium, de l'eau qui n'est pas suffisamment riche en sel, et du coup tu vas la perdre. Et en diluant, tu fais une hyponatrémie, une baisse de la concentration de sodium dans le sang, et ça, c'est pas bien. Ok. Et du coup, pour un athlète qui va courir beaucoup, tu vois, aujourd'hui, je pense que 80% des auditeurs ou des auditrices d'Extraterrien, ils font du sport 1 heure par jour, environ. Ils peuvent être dans la tranche supérieure à 10 heures, il y en a beaucoup. On pense à vous. Est-ce que c'est intéressant de saler son eau ou de prendre des eaux très riches en minéraux, même en dehors de l'effort sportif? Quid aussi peut-être des électrolytes? Ouais, c'est une très bonne question. Il y a des recommandations officielles. Donc là, on est vraiment, c'est établi que tu as besoin, quand tu fais un effort d'endurance en aérobie long, au-delà d'1 heure, et tu as besoin d'un apport externe en sodium. Ok. C'est-à-dire que l'eau seule, surtout une eau qui n'est pas spécialement enrichie en sodium, c'est suboptimal. Ok. Donc tu cours un semi-marathon, a priori le record du semi-marathon il est sous l'heure et voilà, donc a priori on est tous... Sous l'heure. Ouais, il me semble, hein, il me semble. Ouais, sur un semi, oui. C'est pas mal. Mais de très très peu. Donc a priori on est tous au-dessus d'1 heure, donc si on doit boire de l'eau, généralement, si on veut optimiser, ça doit être de l'eau qui doit être complète. Et honnêtement, pour être très clair, le message clé à faire passer, c'est que si tu fais un semi-marathon, si tu es engagé dans 1 heure de sport par jour, que c'est vraiment quelque chose qui mobilise ton corps, qui mobilise tes ressources au quotidien, avec évidemment les jours de repos, la récup, etc., c'est important de te faire suivre, au moins par ton médecin généraliste, par ton médecin traitant, et d'avoir des conseils personnalisés. Okay. Parce que ça, c'est un conseil général, tu vois. Mais en fait, si tu bois de l'évian au départ, c'est pas pareil. Si tu bois, je sais pas si j'ai le droit de dire des marques, mais si tu bois du Powerade ou du Red Bull, pas du tout la même chose. Si tu bois du Coca sucré ou du Coca zéro, pas du tout pareil non plus. Et en fonction de combien tu transpires, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas le faire, tu vois, au Ghana ou au Congo en plein été ou à Marrakech? Moi, je suis né au Maroc, donc je connais bien Marrakech en plein été. C'est pas du tout pareil que si tu vas le faire en Suède, dans les montagnes en Suède. Donc, les conseils généralistes, ils ont les limites que en statistique, on le dit souvent, les moyennes ne s'appliquent jamais à l'individu. Bien sûr. Et toi, ce qui t'intéresse en tant que sportif, c'est toi personnellement, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour gérer ton effort. Dans les recos générales, je crois que c'est la société américaine de médecine du sport, ils préconisent aussi l'apport en potassium. Okay. Sauf qu'ils le mettent très clairement dans les recos, ça va dépendre de ton apport alimentaire. Parce que chez la plupart des gens, l'apport alimentaire en potassium seul suffit largement. Donc tu vois, ça dépend. Le diable est dans les détails. Okay, bien sûr. Donc je suis un athlète d'endurance. J'ai envie de savoir si tout va bien, si j'ai pas de problème de santé, si tous mes marqueurs sont optimum aussi. Je vais voir mon médecin généraliste et je lui demande une prise de sang. En tant que gros sportif, qu'est-ce qu'il faut que je demande en plus, peut-être? Tu lui demandes de faire de la prévention. Et lui, il va te conseiller. On n'avait pas fini tout à l'heure. Sur le côté métabolique, la prise de sang, c'est vraiment bien. Sur le côté cancer, on a la chance en France d'avoir des dépistages organisés des cancers. Le cancer de la prostate, c'est organisé. On fait un dosage d'un biomarqueur qui s'appelle le PSA chez les gens à partir d'un certain âge. En cardiovasculaire, on a la chance d'avoir dans les recommandations le fait de doser chez nos patients, au moins 1 fois par an, à partir d'un certain âge également, le bilan du cholestérol et le bilan glucidique. Et sur le côté neurodégénératif, c'est peut-être là où on manque un petit peu de prévention, parce que c'est très récent. On commence à avoir des données sur comment faire du dépistage et de la prévention, ça va venir. Et là, ça va beaucoup se baser sur la clinique, c'est-à-dire j'ai mon patient en face de moi, je vais lui parler, je vais l'interroger. Tu sais, la consultation, elle commence pas quand les deux s'assoient en face, elle commence quand le médecin va chercher son patient et lui serre la main. La manière dont le patient va te serrer la main, ça dit énormément de choses. Et sur le neurodégénératif, la manière de marcher, ça compte beaucoup. Donc, tu es sportif, tu veux faire de la prévention, il y a ces 4 grands domaines à couvrir avec ton médecin. Ensuite, mais ça c'est un peu généraliste, c'est pour sportifs et non sportifs. Ensuite, chez le sportif en particulier, tous les sportifs ne se ressemblent pas. Tu as le sportif d'endurance, le sportif de résistance, et tu as le sportif un peu mixte. Ils ne font pas face aux mêmes risques. Le sportif de résistance, il y a un vrai travail à faire
Mais ça, c'est plus du sport et du coaching. C'est pas vraiment le médecin généraliste qui va t'accompagner là-dessus. Mais du coup, ça veut dire que tu as un besoin d'attention, d'avoir du suivi là-dessus. Il faut que tu fasses attention à tes articulations, à tes muscles, à tes risques d'arthrose, d'arthrite, et des choses comme ça. La résistance, quand tu fais de la muscu avec des gros poids, ça peut vraiment poser un problème, non seulement pour tes articulations, mais pour tes os, avec des risques de fractures qui peuvent être associés. Et donc, il y a un vrai enjeu à s'assurer que l'apport en protéines soit suffisamment bon pour couvrir tes besoins qui sont du coup plus élevés, mais pas trop élevés, parce qu'après, il faut penser à son rein et à son métabolisme. Ok. Et pour le sportif d'endurance ? Et pour le sportif d'endurance, on a parlé de l'hydratation tout à l'heure. On a parlé au début de tout ce qui est suivi mental. Le sportif d'endurance, lui, il va essayer d'avoir une masse grasse, mécaniquement, tu vas avoir une masse grasse très très basse. Et ça, c'est vraiment très positif. Par contre, toutes les masses grasses ne se valent pas. La masse grasse, tu sais ce que c'est, ce sont des cellules qu'on appelle des cellules d'adipocytes. Et tu as 3 types de graisse. Tu as des adipocytes, tu as de la graisse qui est juste sous la peau. Ça, c'est la masse grasse sous-cutanée qu'on voit, qui est visible. C'est la seule graisse qui est visible. Et en fait, c'est la moins embêtante. La masse grasse sous-cutanée, c'est la moins embêtante parce que certes, elle est inflammatoire, certes, elle peut être toxique pour tes organes, il va y avoir du stress oxydatif qui va avoir lieu, c'est un surrisque de faire du diabète, du prédiabète, etc. Mais par rapport à l'autre graisse, elle est beaucoup moins embêtante. Pourquoi ? Parce que l'autre graisse, c'est la masse grasse viscérale. Elle n'est pas sous la peau, parce que celle qui est sous la peau, elle laisse tranquille tes organes. Elle laisse tranquille ton foie, ton pancréas, ton rein, ton cœur, tout va bien pour eux. Mais la masse grasse viscérale, elle est à l'intérieur, elle est dans les viscères, et elle va aller titiller ses organes abdominaux, et elle est du coup beaucoup plus inflammatoire. Et enfin, tu as la graisse brune. La graisse brune, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est une graisse qui est très très bénéfique en fait, qui va te protéger contre la déperdition de chaleur, qui est une masse grasse qu'on essaie de garder et de promouvoir. Donc en fait, quand tu fais de l'endurance, il faut faire attention à ça. C'est très bien de perdre sa masse grasse sous-cutanée. C'est beaucoup mieux de perdre sa masse grasse viscérale. Et ça, c'est le marqueur principal pour tout ce qui est inflammation. On a dit tout à l'heure, en fait, quand tu fais un marathon, quand tu fais un semi, quand tu t'entraînes 10K par semaine, tu soumets ton corps à du stress. Donc, il faut une bonne récupération. Mais quand ta récupération n'est pas optimale, tu peux avoir un fond inflammatoire. Et en fait, cette masse grasse viscérale, elle est pro-inflammatoire. Donc en fait, tu ajoutes un problème à un autre. Une des cibles pour le sportif d'endurance, c'est cette masse grasse viscérale. À surveiller. On entend aussi beaucoup parler de se faire checker sur, tu vois, ses carences, sur ses minéraux, surveiller sa testostérone, surveiller son taux de magnésium, etc. Est-ce que c'est vraiment important ça pour le sportif et pour le citoyen lambda, on va dire. Tu veux qu'on les prenne un par un ? Ouais, je veux bien. Allez. Déjà, oui, moi, ça m'intéresse les hormones, le taux d'hormones. J'ai l'impression quand même qu'avoir une testostérone ou une progestérone pour une femme, un bon équilibre, c'est quand même un état de santé de base, quoi. J'ai l'impression que c'est quelque chose à surveiller. Est-ce que, selon toi, c'est un marqueur de bien vivre important ? Ouais, absolument. Absolument, pour 2 raisons. Chez l'homme et chez la femme, tu sais qu'à partir d'un certain âge chez la femme, tu as une baisse des œstradiols et de la progestérone et une hausse de la FSH. La FSH, c'est l'hormone qui va contrôler œstradiol et progestérone, et du coup qui va les stimuler. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'oestrogène et de progestérone. La FSH, elle essaie de monter au plafond pour essayer d'en produire ce qui reste. Et à la fin, il n'y en a plus. Ça s'appelle la ménopause. Et bien, figure-toi que chez l'homme, on a aussi un phénomène équivalent qui s'appelle l'andropause, où tu vas avoir progressivement, à partir de 40, 50, 60 ans, une baisse de testostérone avec exactement le même phénomène que chez la femme. Sauf que chez la femme, c'est visible parce qu'il n'y a plus de règles. Chez l'homme, c'est pas visible de manière aussi obvious. Et du coup, on a mis un petit peu de temps dans l'histoire de la médecine à décrire ce phénomène d'andropause,
qui s'accompagne d'une baisse de testostérone qui peut arriver tôt, qui arrive d'ailleurs de plus en plus tôt, et qui s'accompagne de symptômes de type, en fait, ce qu'on retrouve chez la femme, c'est-à-dire la fatigue, la bouffée de chaleur, la baisse de libido, l'homme qui a une andropause, il a plus de risques de calvitie, de choses comme ça. Donc, checker ses hormones avec son médecin, pas tout seul, parce qu'il faut toujours que tu aies un regard objectif qui interprète ton bilan. Pour la petite histoire, moi, j'essaie de me spécialiser, de développer une vraie expertise sur la médecine vasculaire, sur la prévention. Pourtant, je t'assure que j'ai besoin du moindre médicament, de la moindre biologie, je vais demander à mes collègues. Je vais jamais faire de l'autotraitement. Pourquoi ? Parce que l'être humain, il est plein de biais. Et on a un gros biais quand on s'auto-traite. On passe à côté de choses, on fait du travail pas très propre. Et donc, il faut toujours être conseillé par quelqu'un d'objectif. Et je pense qu'en sport, c'est un conseil qui marche aussi. Quand tu as un coach avec qui tu t'entends bien, de confiance, qui est là pour servir tes intérêts, qui t'écoute et qui a une expertise, c'est beaucoup mieux que quand tu te coaches toi-même, même si tu es très très fort. Je sais pas si je me trompe. Non, bien sûr, tu as tout à fait raison. Juste avant que je te demande justement pour les autres capteurs, moi j'ai l'impression notamment, tu vois, quand j'étudie le service de Zoï, que le gros avantage, c'est vraiment le suivi dans le temps. Tu vois, d'avoir toutes tes données qui sont au même endroit et on peut suivre ta testostérone en 2020 jusqu'à en 2025, 2030, etc., etc. Est-ce que une analyse comme ça sanguine à un instant T, finalement, est-ce qu'elle fait vraiment du sens ? Ça dépend ce que tu veux en faire. Effectivement, tu as raison, la prévention, c'est dans le temps long. On n'est pas pressé. On ne va pas aller traiter un chiffre. On ne va pas s'exciter pour un truc où il y a besoin de suivi, il y a besoin de recul, etc. Donc, on a cette chance-là. Ce qui est très différent d'une médecine classique, où quand tu as la grippe ou quand tu fais un infarctus, tu arrives aux urgences, tu vas pas prendre le temps de faire de multiples dosages avec du suivi. Tu as un cholestérol élevé, on va te prendre en charge ton cholestérol élevé tout de suite. En prévention, c'est un petit peu différent. Donc il y a beaucoup de valeur à prendre le temps et avoir du recul. Et surtout, quand tu fais une intervention, il y a énormément de valeur à suivre l'effet de ton intervention. Je te donne un exemple. Moi, avant de m'intéresser à toute cette histoire de prévention, de vasculaire, etc., je pesais, je crois, 86-87 kilos pour 1m82. Donc j'étais en surpoids. Je m'en rendais même pas compte. Tu vois, depuis que j'ai commencé la médecine, j'ai quasiment plus fait de sport et plus fait attention à mon nutrition pendant 10 ans. Là, je me suis remis au sport que je faisais en sport-études quand j'étais à Perpignan, le pentathlon moderne. Et j'ai fait le parcours de prévention de Zoï. Et donc, on m'a fait des recommandations hyper personnalisées, justement, d'aller chercher le sport que j'aimais et de le refaire progressivement avec la récup, faire un sport, puis 2 sports, puis 3 sports, le pentathlon, il y en a 5. Et ce qui m'a énormément motivé, c'est que on m'a fait une composition corporelle, donc on a analysé la masse grasse sous-cutanée, la masse grasse viscérale, etc. J'étais à 28-29%, avec une masse grasse pro-inflammatoire, la masse grasse viscérale, qui était à, je crois, 800 grammes. Et 6 mois plus tard, en appliquant les recommandations de nutrition, les recommandations d'activité physique, etc., j'ai certes perdu, je crois, 8 kilos, mais ce qui était hyper intéressant, c'était de refaire cette composition corporelle et de voir que j'avais perdu en fait 13 kilos de masse grasse et que j'avais pris, je ne sais pas combien de kilos, je crois 5 ou 6, de masse maigre. Et que dans cette masse grasse qui était perdue, ma masse grasse viscérale, celle qui est méchante, la pro-inflammatoire, elle est passée de 800 grammes à 300 grammes. Et donc avoir ce recul pour la prévention, pour l'implication dans sa prise en charge, pour devenir, parce que quand tu fais du temps long, ça devient un mode de vie, c'est-à-dire c'est toi qui changes. Et ben avoir ce recul et avoir cette vision un peu globale, ce suivi, ça change tout. Ok. Ça, je l'ai bien compris. En tout cas, je trouve que c'est une des grosses valeurs ajoutées du service, et d'être suivi et d'avoir tout qui est centralisé au même endroit et pouvoir comparer d'une année sur l'autre. Je trouve que c'est extrêmement pertinent. Est-ce que, si on continue un petit peu cette liste, est-ce que tout ce qui est minéraux, magnésium, fer, c'est des choses qui sont pertinentes à surveiller de près? Écoute, le fer, c'est un minéral, c'est un métal très intéressant parce qu'il intervient dans énormément de voies métaboliques. Il travaille avec le calcium et la vitamine D. Il travaille avec tout ce qui est avec le foie. Il travaille avec tout ce qui est stress oxydatif. C'est assez intéressant. Son apport principal, c'est la nourriture.
Et du coup, tu sais qu'il y a beaucoup de régimes qui sont à la mode. Justement, on parlait de bruit tout à l'heure. Moi, j'ouvre Instagram, j'ai une pub sur le régime cétogène et 2 secondes plus tard, j'ai une pub sur le jeûne intermittent. Et puis 3 secondes plus tard, j'ai une pub sur une retraite, je sais pas où on mange des bouillons et je sais pas. Donc, suivre son fer, suivre sa ferritine, ça paraît intéressant. Moi d'ailleurs, j'avais choisi de mettre en place un régime très peu tourné vers la viande, donc quasiment pas vegan, mais très végétarien. Et ma ferritine était dans les chaussettes et j'en ressentais les symptômes, mais je m'en rendais même pas compte. Et donc j'ai tout un accompagnement, une prise en charge pour retrouver des niveaux de fer normal et tu ressens la différence. Donc fer sur qualité de vie, ça intéressant, très important, notamment chez la jeune femme qui a des règles parfois abondantes, parfois douloureuses, chez qui on met un petit peu de temps. J'ai l'histoire de quelques patientes, chez qui on met du temps à voir qu'il y a une indication à une supplémentation en fer. Quand tu fais un régime particulier, c'est-à-dire quand tu manges pas de tout, un régime méditerranéen classique, c'est quand même utile d'aller vérifier que tu n'as pas de carence en fer. Et du coup, dans les vitamines essentielles qu'on a par l'alimentation, c'est la B9 et la B12, qui sont aussi intéressantes en cardiovasculaire. Et il est intéressant d'aller checker. Vitamine D, faut surveiller. Vitamine D, c'est un grand débat. Tu sais qu'on est quasiment tous carencés, sous la norme. Alors, sous la norme en France. C'est-à-dire que tu sais comment sont faites les normes de laboratoire. Il me semble qu'on prend toute la population, on enlève les 5% au-dessus, les 5% au moins, et ensuite, donc on enlève les extrémités, et puis après on prend les 90% restants, et on fait une médiane ou un rang médian. C'est même pas une moyenne, c'est un rang médian, je crois. Ouais, tout à fait. En fait, tu crées des normes comme ça sur de la population, sauf que tu prends pas toute la population, tu prends un échantillon. Et en fait, tu vas pondérer ça avec des mécanismes biologiques. C'est-à-dire, tu vas te dire que, certes, il y a dans les 150 personnes chez qui j'ai dosé la vitamine D, j'ai telle distribution, mais en fait, la vitamine D va intervenir dans la santé osseuse, dans la santé immunitaire, etc. Et du coup, je vais adapter ces normes-là aux besoins que moi je tire d'une plausibilité biologique. Okay. Donc en fait, personne n'est d'accord sur les normes et les cibles à atteindre pour la supplémentation en vitamine D. Ce qui est clair, c'est que dans les recommandations et dans le consensus, il y a un intérêt chez certaines populations, notamment la personne âgée, à maintenir des taux optimaux de vitamine D. Chez le sportif, j'ai cherché, j'ai pas trouvé grand-chose. Alors j'ai peut-être mal cherché, mais chez l'athlète, j'ai pas vu de données particulières sur la vitamine D. Ce qui est établi aussi, c'est que quand tu as une autre population particulière chez qui la supplémentation en vitamine D est très importante, c'est chez la personne chez qui le rein est à risque ou est malade. Ça c'est très important parce que le rein il va participer à activer la vitamine D. La vitamine D que tu prends, elle ne marche pas toute seule. Elle a besoin de passer par le foie, de passer par le rein pour fonctionner. Donc si tu as un foie un peu fatigué, un rein qui n'est pas en bonne santé, tu as tout intérêt à te supplémenter. Et puis enfin, tu as une population de personnes qui, par une trop faible exposition au soleil, par une alimentation un peu particulière, peu riche en fruits et en légumes, tu te retrouves parfois avec des taux de vitamine D vraiment très très bas. Et là, il n'y a pas de doute, il faut supplémenter, il faut retrouver des taux qui se rapprochent de la moyenne. Ok. Il y a un risque à en prendre, tu vois, même pour le magnésium, est-ce qu'il y a des risques à surconsommer un peu ces minéraux, à prendre des vitamines tout le temps? Tu vois, moi, on m'a souvent dit, bon, ça te fera pas mal, c'est des vitamines en plus, avec ce que tu transpires, de toute façon, et ce que tu élimines, tu peux te complémenter en magnésium à l'année, tu peux te complémenter en multivitamines. On prend de plus en plus de compléments qui sont multi. Est-ce qu'il y a un danger à en prendre toute l'année? Est-ce que selon toi, c'est pertinent? Ou est-ce qu'à l'inverse, faudrait peut-être faire des pauses? Ou est-ce que même il n'y a pas d'intérêt à se complémenter à partir du moment où les tests sanguins disent qu'on est dans la norme finalement? Ouais. La réponse elle est très claire, moi je te déconseille. Les vitamines, les compléments, les comprimés comme ça, c'est pas des bonbons. C'est des éléments qui contiennent une forte concentration de principes actifs. Alors ils sont pas principes actifs au sens de la réglementation et de la loi, parce que sinon ce seraient des médicaments, mais c'est des vrais trucs. C'est-à-dire quand tu prends de la vitamine C, ou de la vitamine E, ou de la vitamine B12,
C'est un vrai truc, ça va aller dans tes voies métaboliques qui utilisent la vitamine D, ça va, la vitamine B12, ça va réduire ton homocystéine, ça va intervenir dans le cycle de la méthionine qui est un mécanisme relié à l'ADN, enfin c'est des vrais trucs. Donc il faut pas faire, moi je déconseille, il faut pas faire n'importe quoi. Je te prends un exemple, la vitamine E, moi je fais de la data chez Zoï, donc encore une fois je suis pas médecin, médecin Zoï, je suis pas médecin chez Zoï, j'élabore des algorithmes d'aide à la décision en IA. Et du coup j'ai accès aux données et je vois, et je les décris, tu vois, je vois justement la distribution de vitamine D, de vitamine E, etc. Alors, parfois tu as des patients qui arrivent, d'ailleurs on les appelle pas patients parce qu'ils ne sont pas encore malades, donc ce sont des membres Zoï qui viennent, ils font le bilan et il y a une vitamine E explosée au plafond. Habituellement, c'est asymptomatique. Et quand tu poses la question aux membres, en fait, il te dit, je suis allé voir les médecins pour leur demander, est-ce que c'est des valeurs aberrantes, est-ce qu'il ne faut pas que je les prenne dans mes modèles, est-ce que... Non, non, en fait, c'est des vraies valeurs de gens qui se supplémentent depuis 10 ans en vitamine E. Ok, j'avais jamais entendu parler. Incroyable, hein. Okay. Mais tu as la même chose en vitamine D. En fait, c'est des phénomènes de mode. Tu vois, tu rentres dans ta para ou ta cousine qui t'en parle et tu te dis, bon, ben, je vais essayer, tu vois. Ça va me redonner du peps. Mais en fait, il faut faire attention. Alors, la vitamine E, pour continuer sur cet exemple, tu peux avoir des quantités relativement importantes sans avoir de troubles. Okay, de troubles symptomatiques, c'est-à-dire tu vas rien sentir, mais quand même, on l'a vu tout à l'heure, les vitamines ça agit, ça intègre des cycles métaboliques, donc ça change quelque chose sur le plan subtil, asymptomatique. Par contre, parfois, tu peux avoir des faiblesses musculaires, de la fatigue, des nausées, de la diarrhée, avec des surdosages en vitamine E, ça arrive. Ok. Donc la règle d'or, moi ce qu'on m'a appris, et je pense que c'est sage, si tu veux te supplémenter, il faut que tu saches d'où tu pars, il faut que tu te suives. Donc, moi, je ne me supplémente pas en vitamine D si je ne sais pas quel est mon taux de vitamine D. Si je prends de la vitamine D une fois tous les 3 mois, je check une fois par an où est-ce que j'en suis et je fais attention sur dosage. Après, tu as autre chose. Tu peux avoir un taux de magnésium tout à fait normal. Et tu te dis, je vais me supplémenter pour l'effet que je peux obtenir quand je suis dans le haut de la norme ou que je dépasse un petit peu la norme. Ça, c'est différent. Mais ça n'a rien à voir. Là, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu attends. Tu attends un effet relaxant, tu attends un meilleur sommeil, etc. C'est différent de dire, je le prends comme un bonbon, je ne me surveille pas, et si ça se trouve, je suis à 15 fois la norme, et c'est jamais très bien. Ok. Donc, potentiellement à faire, mais avec une surveillance pour savoir d'où on part et d'où on vient. Exactement. En fait, il faut une expertise. Tu peux pas te dire, je veux performer, je suis un peu fatigué, je vais prendre de la vitamine C. Je suis performé, je suis un peu fatigué. Il faut que j'aille chercher pourquoi, faut que je me fasse un bilan où on est tel marqueur, faut que je parle sur le plan, enfin, faut que je cherche la cause et que je règle vraiment la cause profonde. Je ne peux pas juste prendre des minéraux ou des vitamines et disrupter mes voies métaboliques et avoir un effet potentiellement comme celui avec la vitamine E. Juste comme ça. Ok. Mais le gros sportif d'endurance, celui qui s'entraîne 10-15 heures, parfois plus d'entraînement, est-ce que lui, il est pas forcément. Enfin, est-ce qu'il n'est pas nécessairement beaucoup plus assujetti à des carences s'il ne se supplémente pas ou s'il ne fait pas super gaffe à sa nutrition? Si, on a parlé du sodium tout à l'heure. Effectivement, si tu as pas. Alors ça nous amène sur le terrain de la nutrition. Quand tu es un sportif de haut niveau, tu as des dépenses énergétiques qui sont beaucoup, beaucoup plus élevées que celles d'une personne qui a un métabolisme de base. Et donc, il faut que tu apportes ces calories à ton corps, parce que si tu ne les apportes pas, au début, tu vas consommer ta masse grasse, mais on a vu que une petite partie de cette masse grasse, la masse brune, est plutôt bénéfique, et tu risques de consommer en priorité la masse grasse sous-cutanée, celle qui a moins d'impact inflammatoire que la masse grasse viscérale, qui elle est vraiment dangereuse. Mais au bout d'un moment, si tu n'as pas assez d'apport calorique, tu vas aller grignoter ton muscle, tu vas aller grignoter des choses que tu n'as pas envie de perdre. Du coup, c'est contre-productif. Toute la subtilité, c'est d'arriver à apporter ces calories en bonne quantité, mais en bonne qualité. C'est-à-dire que toutes les calories ne se valent pas, et il faut apporter la bonne proportion de protéines, la bonne proportion de lipides, la bonne proportion de glucides. Et au sein de chaque micronutriment, il faut que tu apportes la bonne catégorie.
Si tu veux, on peut rentrer un peu dans les détails. Vas-y, avec plaisir. Dans les glucides, par exemple, tu as deux grands types de glucides. Tu as les glucides simples, c'est la barre Mars. C'est vraiment le sucre rapide, c'est la tartine de Nutella, c'est celui qui va te faire des spikes de sucre dans le sang. Et bien ça peut être utile dans certains cas très spécifiques, mais globalement, au long cours, quand tu es sportif, vaut mieux un petit peu éviter. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir un sucre qui va arriver très 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 vite dans ton intestin, très 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 vite dans ton sang, et du coup ton corps, il s'y attendait pas, et il va devoir réagir très très vite très vite. Et donc ça fatigue notamment le pancréas, et ça promeut des pathologies comme le diabète. Donc en fait, tu te retrouves avec des sportifs de haut niveau qui se sentent très bien, qui vont très bien, mais qui sont prédiabétiques. Ok. Donc sur le plan, mais ça veut pas dire qu'il faut pas prendre de glucides, pas du tout. Mais quand tu prends des glucides, essaie de prendre des glucides complexes. Des sucres qui sont pas rapides, des sucres lents. Ces sucres-là, ils mettent du temps à être digérés. Du coup, ton corps a le temps de voir venir et donc de se préparer à progressivement prendre en charge cette arrivée de sucre. Donc plutôt les pâtes complètes 2-3 heures avant le 10 km que la barre Mars 10 minutes avant. Bien sûr, mais pendant mon marathon, faut que je m'avale 100 grammes de glucides. Ouais. Et je vais pas manger des pâtes pendant mon marathon. Non, mais pour ce que tu vas prendre comme nourriture, tu as une vraie différence entre les glucides très 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 rapides qui vont du coup pas durer très longtemps, tu vois, parce que tout arrive d'un seul coup. Et les glucides qui mettent quelques minutes à arriver et avec une pente qui met plus de temps à revenir à zéro. Et donc ça, il faut faire attention à ce que tu prends. Tu as une application, parce que faut être pratique, tu as une application qui s'appelle Open Food Watch, qui est vraiment bien, qui est française, qui est open source, où plein de bénévoles dans le monde entier rentrent les informations nutritionnelles des aliments. Et donc dans cette appli, tu peux vérifier, tu peux checker et donc éviter des barres qui vont avoir que du sucre hyper rapide, qui vont pas beaucoup t'aider pendant ton effort. C'est quelles données à regarder sur cette application ? Alors souvent tu as un tableau avec ce que contient en termes énergétiques, caloriques, ce que tu vas prendre, et dedans tu as les sucres. Donc c'est le don sucre qu'on peut retrouver sur toutes les... Exactement, tu as glucides et ensuite don sucre. Et plus l'écart entre don sucre et glucides est haut, et plus c'est bénéfique, plus il y a de glucides complexes. Ok. Ouais, donc le sucre à essayer effectivement d'éviter le plus possible. Ça, c'est côté sucre, ouais. Après, tu as des choses très intéressantes sur les lipides. Ok, tu peux m'en dire plus ? Les lipides, c'est un des composants les plus essentiels à la vie. Tu sais, on est formé de cellules, et ça fait un bon bout de temps que c'est comme ça. On estime que c'est apparu il y a entre 3 et 4 milliards d'années. Donc c'est beaucoup. Et depuis, on n'a rien trouvé de mieux pour accueillir la vie que les cellules. Et les cellules, c'est quoi ? C'est un truc très 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 simple. C'est un environnement hermétique où il se passe plein de choses dedans. Et donc c'est hyper important que ce soit hermétique, mais que ça permette des échanges. Et pour que ça soit hermétique et que ça permette des échanges, la membrane qui entoure les cellules, elle est faite de lipides, elle est faite d'acides gras. Parce que je pense qu'on a tous fait l'expérience de mettre un petit peu d'huile dans de l'eau. Et les molécules d'huile, elles aiment pas l'eau, elles vont se réunir en sphère, et ça c'est une cellule. C'est comme ça que la cellule est faite. Donc les lipides, le gras, pendant très longtemps, on a essayé en médecine, et notamment cardiovasculaire, de le réduire le plus possible, et c'est vrai. Et il y a un type de gras, on va en parler juste après, qui sont vraiment pas bénéfiques, il faut vraiment, vraiment, vraiment éviter. Et quand on a des plaques dans les artères, c'est des plaques de ce gras-là. Okay. Mais il y a des types de gras qui sont vraiment très bénéfiques. Alors lesquels ? Tu as deux types d'acides gras. Tu as les acides gras qui sont... L'acide gras, c'est une molécule chimique. Et tu as des acides gras qui sont alignés. C'est-à-dire qu'ils sont insaturés. Ils sont tout droits. Et bien ça, on n'aime pas beaucoup. Parce que ces acides gras alignés, ils nous sont peu utiles et on en mange trop. Et c'est par exemple l'acide palmitique que tu vas trouver dans l'huile de palme, que tu vas trouver dans ton Nutella le matin. Et ces acides gras, ton corps, ça ne lui est pas très 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 utile. Il ne sait pas trop quoi en faire. Il va les stocker, ça va se transformer en triglycérides, ça va se transformer en sucre. C'est pas très très bon. Pourtant, c'est ce qu'on trouve très largement dans notre alimentation, et notamment l'alimentation industrielle. Et comment on le repère ? Ça c'est très facile, tu regardes à nouveau donc soit Open Food Watch, soit dans ton aliment, tu as dans ta boîte, tu as ton tableau et tu as acides gras saturés. Ok. Et ça vraiment, faut les réduire.
Et à côté de ça, tu as le bon gras. Sont les acides gras insaturés. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas droits, ils sont un petit peu cassés. Et ça, c'est génial parce que ça aide à faire de super membranes cellulaires. Et c'est hyper utile pour faire des hormones comme le cholestérol, comme on a parlé de la testostérone, les oestrogènes, etc. Et ça, ce sont des acides gras insaturés. Tu as entendu parler sans doute des oméga, oméga 3, oméga 6, oméga 9. Et l'acide oléique, par exemple, celui que tu trouves dans l'huile d'olive, c'est un oméga 9. Et il est vraiment très bénéfique. On ne mange pas suffisamment d'huile d'olive. Dans les études, il y a pas mal d'études avec beaucoup de gens. Et d'ailleurs, dans les données de Zoe, alors là, je te spoil un petit peu parce qu'il y a un article qui va sortir bientôt qui décrit ce qu'on trouve en prévention primaire. Mais il y a une très grande majorité de gens qui ont un déficit en acides gras oléiques, c'est-à-dire qui sont en dessous de la norme. Ok, d'accord. Et tu vois, ça rejoint la discussion sur les normes. C'est-à-dire tu vas construire ta norme avec ton échantillon, mais si ton échantillon il ne mange pas suffisamment d'acides gras oléiques, tu vas faire une norme qui est en fait incohérente avec les vrais besoins. D'où toute la difficulté sur la vitamine D. Ok, je voulais t'amener un peu sur le jeûne intermittent. C'est quelque chose que je pratique et que j'ai fait aussi et que je fais encore et que j'en parle très positivement. Par contre, j'arrive à un paradoxe, c'est que c'est contradictoire avec la performance sportive. Ce qui est positif pour moi, c'est que les matins où je mange pas, j'ai une pensée très claire. J'ai l'impression d'être plus productif, d'être plus concentré. On m'a aussi diagnostiqué un peu des troubles de l'attention, donc j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi de rentrer dans le flow et c'est plus facile pour moi de canaliser mon énergie. Si je bois un café, je deviens une pile électrique. Donc je sens quand même que j'ai un surplus d'énergie. Par contre, m'entraîner à jeun, j'ai commencé à l'insérer un peu dans mon planning d'entraînement, mais je peux pas faire de la haute intensité. Ouais. Donc je peux pas faire n'importe quoi non plus. Ouais. Quand tu dis jeun, c'est jeun strict, sans eau ou avec de l'eau? Non, avec de l'eau. Oui, un jeûne hydrique. Donc déjà, est-ce que aujourd'hui c'est un consensus que le jeûne intermittent et l'autophagie cellulaire sont bénéfiques? Non. Mais on va en dire un peu plus parce qu'on a de plus en plus de données très positives. Ok. Donc c'est pas encore sûr, mais ça arrive bientôt, c'est ça? Sur le jeûne intermittent et sur les régimes en général, il y a des choses qui sont sûres. C'est que les régimes, globalement, ça marche pas. C'est-à-dire la personne qui va se dire « Ah ben tiens, j'ai 5 ou 10 kilos en trop, je vais faire un régime, je vais les perdre », et ben au global, ça marche pas. Chez ceux chez qui ça marche, il y a une proportion assez faible de gens qui arrivent à le tenir sur le long terme. Pourquoi ? Parce que ta nutrition, c'est pas un yo-yo. Tu as besoin de régularité, tu as besoin de tenir. En fait, c'est pas un régime qu'il faut faire, c'est modifier ton mode de vie au global. Et trouver un mode de vie qui te convienne au long terme, que tu vas pouvoir maintenir. Il vaut mieux faire des petites modifications progressives, séquentielles dans ton alimentation, partir de ce que tu manges de base, et par exemple réduire les fast-foods de 3 fois par semaine à 1 fois par semaine, puis l'enlever, de réduire ceci, de réduire cela, plutôt que de dire d'un coup, j'arrête tout, je fais un régime, et 6 semaines plus tard, je reviens à mon régime habituel. Donc ça, c'est sur les régimes en général. Sur le jeûne intermittent et la restriction calorique. Tu sais, pendant la Première Guerre mondiale, au Danemark, il y a eu une vraie famine. Il y a eu, pareil en France, lors de la Seconde Guerre mondiale, tout partait en Allemagne. Mais du coup, il y a eu une espèce d'expérience naturelle très triste, mais on a les données pour une population générale au Danemark. Et ça a montré que la restriction alimentaire, c'était en fait associé à 34% de moins, une réduction de 34% de la mortalité. C'est-à-dire chez les gens qui arrivaient à manger, mais qui mangeaient moins que ce qu'ils mangeaient auparavant, il y avait 34% de réduction de mortalité. C'est quelque chose qui est très largement étudié en biologie. Tu as tout un pan de la biologie, donc on sort de la médecine, on va dans la science, chez les gens qui travaillent avec des pipettes. Quand il y a des expériences dans les années 60 et 70 qui montrent que quand tu fais de la restriction calorique chez l'animal, du protozoaire, donc du plus petit modèle animal qui s'appelle C. elegans, je crois que c'est une vingtaine de cellules, quelque chose comme ça, pas plus, jusqu'au gros animal, le singe, le rat, la souris, le cochon, etc. La restriction calorique, ça marche très 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 bien pour la longévité, entre guillemets, pour vivre plus longtemps. Okay. Donc chez l'animal, très important. Ce que ça donne chez l'homme. Les études, elles sont assez claires. Comme pour tout, la modération est de mise.
Quand tu as un apport calorique très faible, c'est-à-dire moins de 40% de ton apport normal, tu as une augmentation de la mortalité. Quand tu as un apport calorique trop élevé qui dépasse les 120-130% de ton apport calorique théorique, tu as une augmentation de la mortalité. Le tout, c'est d'être mesuré, d'être modéré. Ça me fait venir au jeûne intermittent. Il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, et en fait, elles sont contradictoires. Donc il n'y a pas de consensus. Et ça s'explique, le fait que c'est contradictoire. C'est presque normal, en fait. Quand tu fais une étude, tu sais un peu comment ça se passe, ou tu veux qu'on en parle 10 secondes? Non, explique-nous, je pense que ça a beaucoup de valeur pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, donc vas-y, je te laisse digresser. Donc, on revient à l'INSERM, le directeur de recherche, il a un grant de 100 000 euros, il peut financer un thésard. Il se dit, ok, je vais le financer sur le jeûne intermittent, il y a plein de choses qui se disent, il y a plein de trucs, mais on n'a pas de données concluantes, conclusives, on va faire une recherche. Du coup, la meilleure manière de démontrer un effet d'une intervention, un effet causal, c'est de prendre une population. Donc on va dire, on veut savoir si chez toi, Bart, le jeûne intermittent a un vrai effet. Donc on va prendre une population qui te ressemble. On va prendre quelqu'un un échantillon, 100, 200, 300 personnes. On va calculer cet échantillon en fonction de l'effet qu'on veut démontrer. Plus l'effet est faible, plus il nous faut d'échantillons. Ce qui fait que quand tu as des effets très faibles, c'est très très difficile de démontrer parce qu'il te faut des échantillons de 100 000 personnes. Et ça, c'est des études qui coûtent très très cher, qui sont difficiles logistiquement à mettre en place. Donc, moi, je veux le jeûne intermittent chez Bart. Je vais prendre des gens, on va dire 500 personnes, qui ont à peu près ton âge, qui habitent à peu près dans ta zone géographique et qui ont à peu près le même mode de vie. C'est-à-dire qui font du sport, qui sont actifs, etc. Bon. Je vais les recruter dans mon essai et je vais les séparer en 2 groupes de manière aléatoire. C'est un algorithme qui va faire ça. Ils vont dire, toi tu vas être dans le groupe A, toi tu vas être dans le groupe B. Okay, et dans le groupe A, je vais mettre en place l'intervention. Et dans le groupe B, je vais mettre en place une fausse intervention. Quand je veux tester un médicament, je vais donner dans le groupe A le vrai médicament. Et dans le groupe B, je vais donner un comprimé qui ressemble totalement à celui du groupe A, qui a la même couleur, la même forme, le même poids, le même vraiment... Ils ne peuvent pas faire la différence. Et je vais mettre en place le même protocole. Il faut qu'ils le prennent le matin à jeun pendant 6 mois. Et je les suis. Je m'assure qu'ils le prennent bien et tout. Donc eux ne savent pas s'ils prennent le médicament ou le placebo. Mais moi non plus, je ne sais pas. C'est une étude en double aveugle. Personne ne sait. Et 6 mois plus tard, 1 an plus tard, après la durée de suivi que j'ai initialement décidé, je lève l'aveugle, je prends les résultats et je compare les 2 groupes. Et donc pour le jeûne intermittent, c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait prendre un groupe A qui met en place le jeûne intermittent, le groupe B qui ne met pas en place le jeûne intermittent, les suivre et voir ce qui se passe. Le problème, c'est que faire ça en aveugle, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on peut se dire, ok, c'est pas grave, on va avoir un groupe qui fait le jeûne intermittent, l'autre groupe qui fait pas le jeûne intermittent, et puis c'est pas grave, on va faire comme ça, c'est une limite, ok. D'accord, mais en fait, quand je donne un médicament, je peux très très bien savoir si c'est suivi ou pas, parce que je vais en donner que, par exemple, 7 comprimés, donc il faut que les gens reviennent toutes les semaines. S'ils ne reviennent pas, je sais qu'ils n'ont pas pris. Donc, c'est beaucoup plus facile de suivre le jeûne intermittent, et toutes les études en nutrition, c'est très compliqué. C'est très compliqué de savoir si la personne vraiment a respecté. Toi, tu fais du 16-8, du coup? Ouais, à peu près, ouais. C'est hyper compliqué. Je pense que même toi, moi j'ai essayé, c'est parfois la vie fait que ce jour-ci tu sautes, le dimanche t'es invité à un brunch, je sais pas où, et ben ça saute un peu. Moi je suis pas strict sur ces trucs-là. Bon, je pense que les 16-8 c'est des éléments marketing, tu vois. Ce que je retiens, c'est de faire reposer mon estomac de temps en temps, quoi. Voilà. Une fois par jour. C'est le fun. Il faut profiter. Aussi. Et puis en plus, certes, tu vas mettre en place ton jeûne intermittent, mais quand tu manges quoi? On sait très très bien que si tu as on en a parlé tout à l'heure, des repas riches en acides gras saturés, si tu as juste avant de dormir, tu te tapes la super méga pâtisserie riche en sucre rapide qui te fait un pic de glucose avec des index glycémiques hyper élevés, tu vas mal dormir, tu vas travailler tard, en fait. Et donc, tu as énormément de biais. Du coup, tu as des études qui sont positives, des études qui sont négatives. Moi, j'étais à un congrès aux Journées européennes de la Société française de cardiologie, qui est le plus gros congrès français de cardio, où finalement, il y a eu quelqu'un de très très sage qui a dit globalement, pour cette histoire de jeûne intermittent, il
faut un peu rester justement sage. Dans une société où on mange définitivement trop, on mange trop. La nourriture est tellement facilement accessible et c'est une bonne chose qu'elle soit accessible. Moi, pendant mes études de médecine, j'ai arrêté pendant 1 an pour faire un master. J'avais plus de revenus. La bourse a mis du temps à se mettre en place. Heureusement qu'il y avait cette bourse, la bourse du Crous. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent. Ça sauve la vie, mais j'avais faim, Bart. La faim, je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais la faim, c'est un vrai truc. Ça rend fou. Ça rend fou. Et le fait d'avoir tu vois, juste à côté, là, il y a un mec qui fait des pizzas à 5 euros. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais du coup, ça vient avec énormément d'avantages, mais aussi des inconvénients. Le fait que du coup, la plupart d'entre nous, on mange un petit peu trop. Et donc, dans une société occidentale qui mange beaucoup et qui mange beaucoup d'acides gras saturés, beaucoup d'aliments à index glycémique élevé, beaucoup de protéines, mais de mauvaises protéines, c'est-à-dire de la viande grillée, de la viande ultra transformée, des saucisses, des trucs comme ça. Et manger moins, c'est quand même pas mal. Voilà ce que l'interprétation clinique en sort sur le jeûne intermittent. Maintenant, parlons des dernières études. Parce qu'il faut quand même parler de choses excitantes. Il y a une étude qui est sortie en début d'année qui est vraiment hyper intéressante sur le jeûne intermittent. Moi, ça a attiré mon attention en comparant le saut d'un repas, donc le 16-8, mais en comparant celui où tu sautes le repas du matin, celui où tu sautes le repas du soir. Et globalement, sur les outcomes qui ont été mesurés, c'est-à-dire la qualité de vie, la qualité du sommeil, sauter le repas du soir a montré un bénéfice qui est quand même assez majeur. Ah ouais, ok. Et les chercheurs sont allés un petit peu plus loin. Ils sont allés mesurer le microbiote des gens qui faisaient du jeûne intermittent le matin et des gens qui faisaient du jeûne intermittent le soir, avec toutes les limites de mesure du microbiote, etc. Mais c'est quand même intéressant. Ceux qui sautaient le repas du soir avaient un microbiote beaucoup plus riche que ceux qui sautaient le repas du matin. Ok. Donc toi qui sautes Est-ce le qu'il y a repas un du biais, matin, est-ce qu'il y a un biais du type d'aliment que tu vas manger parce que tu manges le matin? Il y a plein de limites. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette étude, elle ne déroge pas à cette règle. Mais c'est intéressant et ça nous mène au fait que manger le soir, ok, mais attention au sommeil et avec certaines règles qui sont quand même très très importantes. Espacer le repas du soir et le sommeil, faire en sorte que justement limiter les sucres lors de ce repas. Sur le fait de sauter le repas le matin, ce qui est clair dans la littérature et là où il y a un consensus, c'est le plus important en nutrition, c'est la régularité. C'est-à-dire que si tu sautes, si tu as une méthode alimentaire, c'est que tu changes pas tous les 3 matins. Maintenant, c'est vrai que le repas du matin, il est quand même très très intéressant à plein d'égards. Tu parlais de clarté mentale tout à l'heure, quand tu sautes le repas, c'est peut-être lié à un petit déjeuner qui n'est peut-être pas adapté, tu vois, c'est peut-être pas le petit déjeuner en soi, mais ce que tu y mettais dedans, ou ce que tu y mets dedans qui fait que tu as ce brouillard mental. Moi, j'ai des articles très intéressants sur comment avoir le meilleur petit déjeuner possible. Beaucoup de protéines, donc des œufs, de l'huile d'olive, de l'avocat. C'est hyper intéressant. Tu vas apporter de la tyrosine, du tryptophane, certains acides aminés essentiels qui vont ensuite être utilisés pour tes neurotransmetteurs, notamment la sérotonine et la dopamine, et ils vont t'aider à démarrer la journée. Des sucres complexes, tu vois, du pain complet, des fruits, une pomme avec la peau, mais bien lavée avec la peau pour avoir la pectine, parce que c'est une molécule très intéressante, mais bien lavée pour éviter les pesticides. C'est hyper intéressant pour bien commencer sa journée. Donc, de ce que j'ai lu, le petit déjeuner, c'est quand même vachement important. Le dîner, ça a l'air moins important, et s'il y en a un, il faut qu'il soit léger et espacé d'au moins 2 à 3 heures avec le sommeil. Et au global, sur cette histoire de jeûne intermittent, en fait, ce qui sous-tend ces bénéfices, c'est d'avoir un apport calorique qui se rapproche du besoin, du vrai besoin physiologique, et 2, c'est le fait de quand tu manges, d'apporter des aliments qui ont de la valeur, tu vois. Ok. Merci pour tous ces compléments d'information, ça me fait beaucoup réfléchir et je vais essayer de peut-être tester d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour améliorer la santé cognitive et améliorer la santé de ton cerveau? Voilà, j'ai beaucoup entendu parler de ok, on a le cerveau, c'est 80% de matière grasse, donc il faut consommer beaucoup de gras. Après, j'ai entendu parler beaucoup de la créatine, tu l'as mentionné tout à l'heure. J'ai vu même que c'était maintenant dans les protocoles
de remise à niveau pour les rugbyman après des commotions cérébrales. Donc je me dis, bon, si c'est quand même recommandé pour des rugbyman par des médecins, je sais que ça ne doit pas être si mauvais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et optimiser sa santé cérébrale? Mais écoute, c'est une bonne question. Il y a 3 choses dans la santé cérébrale. Tu as tout ce qui est pathologie neurodégénérative. Qu'est-ce que je peux faire pour Alzheimer, pour Parkinson? Ça, c'est chaque jour, ouais, je pense vraiment, chaque jour, il y a de nouveaux articles qui sortent. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. On parlait tout à l'heure des thématiques où il y a un vrai investissement de temps humain et d'argent. Les maladies neurodégénératives, c'est le cas. Et donc, on va découvrir des molécules, des prises en charge vont arriver en pratique clinique courante. On sait déjà qu'on arrive aujourd'hui à dépister Alzheimer avec beaucoup plus de précision qu'il y a 20 ans. Et ça, on peut être fier parce que c'est français. On a un grand spécialiste en France, c'est le professeur Dubois, qui est d'ailleurs au comité médical de Zeuil, qui a développé des tests extrêmement sensibles, extrêmement spécifiques pour ces maladies neurodégénératives. Ensuite, il y a tout le côté prévention de ces maladies. Bah, figure-toi que tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, l'activité physique, la nutrition, on va parler du sommeil, je pense. Je crois que c'est un sujet qui est hyper important pour les athlètes. C'est optimiser tout ça, ça aide fortement à réduire l'incidence des pathologies neurodégénératives. Et ça, c'est démontré. Il y a quelque chose d'intéressant qui est démontré aussi avec ces pathologies, c'est que quand tu utilises ton cerveau, quand tu utilises ta mémoire, eh ben, tu retardes l'apparition de ces pathologies-là. Alors, tu sais comment on s'en est rendu compte? C'est étonnant. Non, vas-y, c'est en voyant les taxis londoniens, avant et après le GPS. Ok. Avant le GPS, ils étaient obligés d'apprendre le nom des rues par cœur, d'apprendre les endroits par lesquels il faut passer, lesquels sont bouchés en fonction des heures de pointe, en fonction... Voilà, donc, il y avait un travail cognitif hyper important. Et ben, avec l'apport du GPS, tu as beaucoup moins besoin de faire cet effort-là. Et ben, c'est concomitant, de manière concomitante avec le GPS, on a eu un spike quelques années plus tard d'apparition de pathologies neurodégénératives chez les taximens londoniens. Donc, c'est une très belle étude qui a été publiée il y a quelques années, mais qui est un argument en plus pour dire que construire cette réserve cognitive, c'est hyper important, hyper utile. Ok. Donc ça, on est dans le côté vraiment pathologie. Donc plus on utilise son cerveau longtemps, le plus il dure. Ouais. Vivre, c'est faire. Faut que tu fasses des trucs. Donc on arrête d'utiliser ChatGPT et de se lessiver le cerveau sur Insta alors. Tu l'utilises intelligemment. Tu l'utilises pas comme un cerveau délégué. Tu vas l'utiliser comme un challenge. Moi, j'utilise ChatGPT tous les jours, mais je l'utilise pour m'aider. Il va me rédiger un truc, moi, je vais pas le prendre comme ça, je vais le retravailler, je vais le critiquer, je vais exercer mon esprit critique, il me dit un truc qui me paraît un peu bizarre, je vais aller chercher, je vais aller vérifier. En fait, faire cet effort-là, pour ton cerveau, c'est vraiment, vraiment bien. Et si tu as le choix entre faire une activité passive, genre regarder la télé, et une activité active, genre lire, choisis toujours l'activité active. Plus tu le fais, et moins ça va être chiant. Plus tu le fais, et moins Netflix va t'apparaître attirant. Et si c'est trop d'efforts d'un coup, tu peux le faire par grade, c'est-à-dire tu peux passer de regarder la télé à jouer aux jeux vidéo. Figure-toi que c'est mieux, parce que tu es actif quand tu joues, à d'autres activités. Donc c'est un effort un peu au quotidien. Pareil, on retombe sur le fait que c'est un mode de vie, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais de toute façon, c'est les grandes théories sur les habitudes, c'est toujours de commencer par 2 minutes et d'y tenir 2 minutes et de se rendre compte qu'en fait, 2 se transforme en 10, 10 en 20, 20 en 1 heure, etc. etc. Donc, plus on utilise son cerveau, plus il dure. Mais est-ce que, imaginons, donc, je fais déjà tout ça, je bosse bien, je peux le complémenter quand même? Ouais, alors, donc, il y a 3 choses. Il y a ces grandes pathologies il faut arriver à faire. Encore une fois, c'est très individuel, c'est très personnalisé. La prise en charge préventive de Alzheimer et Parkinson, elle se fait en fonction de toi, de tes antécédents familiaux, de comment tu te sens, de ton âge, de ton sexe, etc. Ensuite, tu as tout le côté mental que tu as évoqué, c'est-à-dire se sentir bien dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est tu vois, le brouillard mental, c'est souvent multifactoriel. C'est-à-dire, c'est une nutrition un petit peu suboptimale,
une activité physique qui est peut-être pas adaptée, de la récupération, du repos, etc. Donc c'est un faisceau à prendre en charge et c'est pour ça que c'est tellement difficile, c'est que tu n'as pas de conseils génériques à donner. Puis après, tu as la supplémentation. La supplémentation, pareil, tu l'as compris, c'est au cas par cas et c'est quand il y a un intérêt. La créatine dont tu as parlé, c'est assez intéressant parce qu'en 2021, il y a eu une très belle publication qui a fait un état de l'art sur la créatine. Ils sont allés voir toutes les études, ils sont allés voir tous les experts, ils ont analysé plus de 350 articles, ils en ont tiré une liste de recommandations. Pendant longtemps, on pensait que la créatine s'accompagnait d'une rétention en eau, que c'était systématique. Et avec cette analyse, ils ont démontré que ce n'était pas systématique, que c'était plutôt rare, en fait, la rétention d'eau avec la créatine. On pensait que la créatine pouvait agir comme un stéroïde, tu sais, comme un anabolisant. Là, c'est assez clair, c'est pas le cas. Lorsqu'elle est ingérée lorsqu'elle est utilisée à des doses recommandées, pareil, on pensait qu'il y avait un impact rénal, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas le cas. Quand tu respectes les doses, que tu as un rein qui fonctionne normalement, que tu t'hydrates bien, tu n'as pas d'impact rénal. Il y avait quelques petits trucs sur tu sais, on l'apprend pour augmenter les performances et notamment pour la récupération musculaire. Il y avait des données qui laissaient penser qu'il y a un effet paradoxal, un effet pervers, qui fait que tu as plus de douleur musculaire en fait après ton effort avec la créatine que sans. C'est débunké, c'est pas le cas. Donc les données sont plutôt rassurantes sur l'utilisation de créatine. Je connais pas le cas des rugbyman. Mais sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai vu, une utilisation mesurée, avec des doses recommandées, avec un suivi, c'est pas dangereux. Ok. Mais pas forcément optimal ou de bien fait. Ou de bien fait. Alors, en prévention globale, chez le non-sportif, j'ai rien lu. Par contre, chez le sportif, chez l'athlète, qui va faire de l'entraînement en résistance, ça produit, il y a une différence statistiquement significative, donc une vraie différence en termes de performance. Okay. Attention, une vraie différence, ça ne veut pas forcément dire une grande différence. Dans la plupart des études, dans la plupart des athlètes qui ont été suivis, la différence elle est quand même assez marginale. Ok. Il n'y a pas d'autres compléments du coup pour la performance cérébrale qui reviennent ou qui ont été testés, qui popent un peu dans les études, ou au contraire des choses qu'on peut voir à droite à gauche, je sais pas, moi j'ai vu on commence à en voir de plus en plus des brain performers ou ce genre des brain drugs, mais qui au final servent pas vraiment à grand chose. Écoute, alors il y a une règle d'or, c'est que les compléments, s'ils ont un effet, ils ont un effet 10%, 5% comparé à ton mode de vie. La performance cérébrale, c'est d'abord et avant tout ta nutrition, ton sommeil, ton activité physique et ton entourage. L'isolement social, c'est un facteur de risque énormissime de baisse de performance cognitive, de perte de ta réserve cognitive, etc. Après, sur le plan complément, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont dites. Est-ce que tu as entendu parler des BCAA ? Bien sûr. Voilà. Écoute, il y a eu une étude il y a 2 ans dans Nutrients, qui est quand même un très beau journal de nutrition. 2298 études screenées. Ils en ont gardé 24 qui ont été jugées de grande qualité. Donc, méta-étude, on peut dire. Ouais, une méta-analyse, une analyse de plein d'études différentes. L'effet chez le sportif sur l'exercice en anaérobie, négligeable. Ok. Ouais. Et l'effet en résistance, il y en a un, pas sur l'effort en soi, mais sur la récupération et la fatigue post-exercice, tu sais, la douleur musculaire post-exercice. Ok. Mais c'est très critiqué en ce moment, quoi. Et on dit que finalement, on nous en a beaucoup vendu pour pas grand-chose. Bah là, c'est clair. Hein. Okay. Je veux dire, tellement il y a de la zone grise, des trucs qu'on sait pas, là, on sait. Okay. Le corps humain est extrêmement complexe. Trilliards de cellules. Une sieste de courte durée, 1 à 2 fois par semaine, c'est lié de manière statistiquement significative à une réduction des événements cardiovasculaires. Mettre en place une routine du sommeil, c'est envoyer le signal à ton corps pour lui dire « Attention, dans quelques minutes, je vais avoir besoin que tu me largues toute la mélatonine que tu peux. Autour de 21h, 22h, 23h, on va avoir ce pic de mélatonine qui va arriver. Ton corps va se mettre au repos. À partir de 4h, 4h30, tu as plus de mélatonine. Nos téléphones, nos ordinateurs et nos tablettes produisent le type de lumière qui est le plus agressif